merci d'être là pour cette session en ce début d'après-midi. Donc, moi je m'appelle Gilles Pommier, je suis consultant sur la technologie Microsoft 365 depuis longtemps. À la base, je suis SharePoint depuis trop longtemps. Je suis MVP Business Application, j'habite à Montpellier. Voilà. Vous avez mon adresse mail aussi. Merci à nos sponsors, évidemment, sans lesquels ce type d'événement ne pourrait pas avoir lieu dans un cadre aussi fabuleux, entre autres. L'objectif, en fait, de cette session, c'est de parler de low-code. Pour la petite histoire, en fait, à la base, quand j'ai été retenu, je ne savais pas que c'était sur cette session-là, parce que je l'ai mise par hasard. Et parce que normalement, je ne suis plus sur de la technique, et moins sur des choses comme ça. Mais bon, voilà, j'essaie de relever le challenge et le défi. Donc l'objectif en fait de cette session, c'est un peu de prendre du recul en fait par rapport à la technologie low-code en fait chez Microsoft. Alors, pour qu'on cadre aussi les choses, enfin on va voir au fur et à mesure, mais normalement cette session c'est vraiment pour si vous connaissez pas ou peu le low-code. Si vous connaissez un peu, bah, vous avez, je pense qu'il y a des choses quand même, soit que des retours que je peux vous faire qui pourront vous servir. Si par contre vous faites du low-code, enfin Microsoft depuis 5 ans, vous n'apprendrez pas grand-chose. Voilà. Mais, enfin je pense pas. Mais donc l'objectif c'est plus vraiment essayer de prendre un peu de recul, d'évangéliser sur ce qu'on a aujourd'hui, ce qui marche moins bien. Ce que moi j'en conclus au bout de... j'ai commencé la Power Platform en 2017, je dirais. J'ai attendu fin 2016, j'ai attendu un an en fait. Un an où ça plantait à l'époque dans tous les sens. Donc j'ai dit ok, on va laisser passer un an et on va s'intéresser à ça. J'ai senti rapidement en fait que le sujet était vraiment intéressant, vraiment pertinent. Après, je ne veux pas vous ressortir des chiffres, on n'est pas sur une presse commerciale. Donc le fait que le low-code va tout dépasser dans 3-4 ans, j'en suis assez convaincu. Mais là, l'objectif, c'est plutôt de vous faire une sorte d'état des lieux quand même par rapport à ce que moi j'ai vu. Je ne vais pas vous faire un état des lieux sur ce que je ne sais pas faire. Donc sur ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai vu, et la façon dont je vois les choses aujourd'hui par rapport aux solutions Microsoft. Et il y a des questions à des moments, donc il faudra que vous participiez aussi, ne vous endormez pas. Alors, j'ai essayé de découper ça en fait en plusieurs parties. Une première en fait pour reposer un peu les bases. Est-ce que Microsoft, j'ai appelé les promesses, est-ce que Microsoft en fait avait pourquoi ils ont lancé ça et ce qu'on a et l'idée de ce qu'ils avaient à la base. Voilà, avec ce que Microsoft imaginait en tout cas. Le développement ensuite de solutions, donc de faire un point en fait sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour développer. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que ça marche parfaitement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour développer des projets qui se fassent bien? Voilà, ce genre de choses. Une partie sur la gouvernance, et vous comprendrez pourquoi. Et une dernière partie sur ce que j'ai appelé l'industrialisation. Donc l'industrialisation, l'idée c'est est-ce qu'aujourd'hui la technologie low-code permet de pouvoir avoir une certaine robustesse quand on va vouloir faire de l'usine à projet, en fait, ce genre de choses. Donc voilà un peu les sujets qu'on va essayer d'aborder. Alors, on va commencer par les promesses de Microsoft par rapport aux solutions low-code, donc la Power Platform. Déjà, donc un premier point quand même qui est important pour bien situer les choses, low-code, no-code. Le low-code, en fait, on est sur des outils de la Power Platform dont je vais parler, donc Power Apps, Power Automate, Power BI, Virtual Agent, Power Pages. Et puis quand on parle de no-code aussi, bon, je sais que la distinction pouvait être évidente, mais je sais qu'il y en a qui me posent encore des questions. Mais un produit comme Forms, par exemple, c'est du no-code. On ne peut pas mettre de code du tout. Donc on assemble des boîtes dans un Forms, mais on ne peut pas faire grand-chose de plus. Là, low-code, ça veut dire qu'on a quand même un langage à disposition pour pouvoir mener des projets. Qui dit langage dit forcément apprentissage aussi. Mais voilà, on doit bien distinguer ce qu'on va appeler low-code et no-code. Dans les solutions no-code, à part Forms, chez Microsoft, je vois pas trop. Moi, je connais que les produits Microsoft, de toute façon. Je ne vais pas vous faire de comparaison avec d'autres produits. Les promesses, en fait, des solutions Power Platform, donc c'est de pouvoir construire des applications web multi-device
sur téléphone mobile, sur application web. Moi, par exemple, si le téléphone mobile, je m'étais jamais posé la question de développer sur périphérique mobile. Pourtant, je suis développeur à la base, je suis SharePoint, mais je suis développeur SharePoint à la base, développeur .NET, on va dire. Mais périphérique mobile, ça voulait dire forcément apprentissage d'un framework, apprentissage de contraintes, etc., etc. Et c'est vrai qu'avec la Power Platform, en fait, puis je continue aujourd'hui à développer des applications mobiles, voilà, qui fonctionnent bien, et j'ai rien eu à apprendre de plus. Et c'est vrai que l'aspect solution web multi-device est immédiate avec la Power Platform. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire aussi bien des interfaces, donc qui vont pouvoir être fonctionner sur n'importe quel type de périphérique, en mode web évidemment, et après de mettre en place aussi des automatisations. Donc ça, c'était l'idée de départ en Microsoft, de proposer des solutions faciles, des outils faciles pour pouvoir construire des solutions web. Ensuite, si on prend les outils qu'on a à disposition, parmi les autres, c'est Power Apps Studio. Donc Power Apps Studio, en fait, qui est l'outil qui permet de pouvoir créer des applications Power Apps. Chaque outil a son studio, on va dire, dédié. Power Apps, c'est Power Apps Studio. Pour Automate, il y a un studio spécifique. Power Pages aussi, etc., etc. Et donc, à partir de ces outils-là, donc, la promesse, c'était de pouvoir fournir des outils qui sont capables d'être accessibles en mode SaaS, donc cloud. Donc, ça, on l'a, on accède à du Power Apps via l'URL, via son navigateur et via l'URL qui vous permet d'accéder au studio, au Power Apps Studio directement. Et puis, l'idée aussi par rapport à ça, c'est que Microsoft proposait, c'est de dire, OK, vous développez votre petite appli, vous développez votre idée, vous sauvegardez, et poum, c'est directement en production. C'est quand même ça la promesse qui en effet existe à la base, hein, c'est-à-dire quand vous créez une nouvelle application, vous allez en créer une nouvelle application, vous faites votre petit design, vous faites vos petits accès aux sources de données, vos formulaires, etc., vous sauvegardez et hop, c'est direct en production. C'est vrai qu'en termes de facilité, là il n'y a pas de question à se poser. C'est sûr qu'on a quelque chose qui est ultra intéressant, puissant et rapide. La puissance de la Power Platform, moi je la résumerai avec ça. C'est-à-dire, pour moi, ce qui, au-delà des studios, au-delà du langage PowerFX, au-delà des éléments que vous avez à disposition, la force en fait de la Power Platform, pour moi, va se trouver dans les connecteurs qui sont à disposition. Les connecteurs, depuis avril, on a passé les 1000 connecteurs à disposition. Donc l'idée de ces connecteurs, c'est de donner la possibilité, dès qu'on veut avoir accès à un service, que ce soit sauvegardé dans SharePoint, que ce soit accéder à Teams, que ce soit publié sur Twitter. On n'appelle plus Twitter, mais d'ailleurs ils l'ont renommé, je crois, sauf erreur, Twitter. Donc, ou accéder à une messagerie ou n'importe quoi. On a un connecteur qui correspond. Après, évidemment, il y a des subtilités sur ce connecteur. Il y en a des gratuits, il y en a des standards, il y en a des payants. Mais en tout cas, ces stratégies de connecteurs, c'est pour moi ça qui fait la puissance en fait de la Power Platform. En plus que ces connecteurs sont partagés avec tous les outils de la Power Platform. Donc on a vraiment quelque chose, un socle ultra puissant qui permet de pouvoir imaginer tous les scénarios que l'on souhaite avec les applications de Power Platform. Et donc à partir de ça, on a derrière les studios qui permettent de pouvoir développer et utiliser ces connecteurs. Alors, innovation, simplicité, rapidité. Ça, alors, c'est pas... Et on peut mettre en question peut-être même au moins peut-être le dernier. En tout cas, j'ai voulu mettre ça ici parce que moi, ce que je constate sur la Power Platform, en prenant un peu de recul, c'est que, bon là, c'est des promesses, mais la réalité, c'est que j'ai vu qu'en fait, par exemple, la Power Platform marche extrêmement bien au démarrage, par exemple, en mode hackathon. Donc, par exemple, pour essayer d'amener une population à réfléchir sur des nouveaux usages, des nouvelles applications, des nouveaux concepts, donc en mode innovation, c'est vrai que la Power Platform, en fait, marche bien parce qu'on va mettre un jour ou 2 jours en faisant un hackathon avec des personnes. Ils vont rapidement comprendre comment on met en place une interface, comment on fait communiquer un petit peu tous les éléments, et en plus de pouvoir construire en fait les idées qu'ils ont en tête. Et ça, quel que soit le public derrière. On parlera du public derrière, qui utilise la Power Platform, mais dans l'idée, ça peut s'adresser à n'importe quelle personne qui a des idées et qui veut les développer rapidement.
Après, donc, on rentre dans le vif du sujet avec les outils. Donc, ça, c'est une diapo que vous connaissez forcément si vous connaissez la Power Platform, mais je la reprécise ici pour deux raisons. Ceux qui ne connaissent pas. Donc, on a chaque outil qui correspond à une spécificité. Euh, les plus connus et utilisés sont ces deux-là, Power Apps et Power Automate. Donc, Power Apps, il est là pour pouvoir bâtir des interfaces utilisateurs. Euh, et alors, je commence un petit peu là, mais vous verrez ça dans une diapo suivante. J'insiste sur le fait que Power Apps, normalement, doit être dédié qu'à la partie interface. Vous pouvez, avec le langage PowerFX, mettre un peu de règles métiers dedans, plus ou moins, de manière plus ou moins importante. Mais en fait, au bout de quelques projets, vous allez vous apercevoir que c'est ingérable en termes de maintenance et en termes d'écriture lorsque vous allez devoir mettre trop de code dans la partie Power Apps, en trop du code métier. Donc c'est pour ça que la partie métier, normalement, doit être réservée à Power Automate. Que ce soit sur de l'automatisation, c'est-à-dire, par exemple, j'ai un document qui arrive dans SharePoint, je vais avoir un process qui va me prendre le document pour extraire des éléments dedans. Ou alors, j'ai une application qui a été faite en Power Apps qui doit, je vais envoyer des commandes. Eh bien, les personnes qui démarrent sur la Power Platform vont avoir envie de faire en sorte que la partie Power Apps, au-delà de l'interface, fasse aussi la sauvegarde en base de données, des commandes, etc. Et c'est un mauvais choix. Le bon choix, en fait, c'est de réserver toute la partie métier à Power Automate. Donc ça veut dire que Power Apps doit avoir des boutons qui vont communiquer avec du Power Automate. Donc Power Apps pour la partie interface, Power Automate pour tout ce qui est automatisation et règles métiers, Virtual Agent pour la partie bot, ça c'est celle que je connais le moins parce que c'est ce que je fais de moins, mais c'est en train de revenir un peu sur le devant de la scène parce qu'il y a de la demande qui arrive. PowerPGIS qui est des dernières arrivées, alors c'est pas vrai parce qu'il date d'il y a longtemps, mais il a été renommé, Microsoft sait faire ça, renommer ses produits et les mettre en avant. Donc PowerPGIS c'est le seul outil qui permet de bâtir des sites internet, donc visibles sur internet, de manière authentifiée ou non authentifiée. Donc, construction de site web, vraiment pur et dur, c'est du PowerPGIS. Et celui que je passe, et je vais vous donner une explication parce que c'est pour ça que j'ai gardé cette diapo, il y a Power BI. Donc Power BI pour la partie restitution dashboard. Et moi, en fait, dans mon travail sur la Power Platform ou dans mon job, dans ce qu'on me demande, je travaille sur tous les outils que vous voyez là. Donc Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent, Power Pages. Power BI, en fait, pour ceux qui en font le savent, c'est un peu à part. C'est bien dans la Power Platform, c'est bien en effet pour accéder avec les mêmes connecteurs aux mêmes sources de données, mais il y a des différences par rapport au reste. Sur, par exemple, de la gouvernance Power BI, c'est-à-dire pour comment gérer tout ce qu'on va mettre en place, et ben on va avoir une stratégie différente entre Power BI et tous les autres outils. Et on le voit aussi sur ceux qui utilisent ces outils-là. C'est-à-dire moi, je travaille beaucoup avec des spécialistes Power BI, qui connaissent pas forcément bien tous les autres outils. Et moi, en tant que adepte de la Power Platform sur les autres outils, ben Power BI, techniquement, je vois un peu comment ça marche, mais j'irai pas aller me mettre dedans directement parce que je sais que je vais avoir rapidement mes limitations en termes de connaissances, en termes de gestion de la donnée. Donc voilà, cette diapo-là, et alors pourquoi je dis ça, c'est parce que dans le reste en fait de la présentation, c'est vraiment axé sur les outils ici que vous voyez là, et moins sur Power BI. Donc ceux qui sont spécialistes Power BI ne retrouvent peut-être pas forcément leur petit par rapport à tout ce que je vais dire après. Et c'est pas volontaire, c'est parce que Power BI, moi je l'écarte de mon scope, et pourtant ça fait bien partie des outils de la Power Platform. Après, donc on a des choses en commun ici, mais c'est pas le sujet de la présentation. Alors, première participation de votre part. Donc au niveau des mythes et réalités, donc une fois que je vous ai dit tout ça, tout ce qui concerne la formation, support, bonne pratique, communauté, autour de la Power Platform, donc j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que, si vous en faites, en tout cas, pour ceux qui n'en font pas, évidemment, ne pourront pas forcément répondre, est-ce que vous arrivez à vous former fort facilement? Est-ce que pour vous, le support, par exemple, MS, est facile? Est-ce que vous trouvez des bonnes pratiques? Est-ce que l'aspect communauté autour de la Power Platform est une réalité? Ou pour vous, c'est pas encore au point ou c'est pas encore là? Donc, qui trouve que c'est plutôt illusoire et mythe de tous ces aspects formation, support?
Personne. Et qui trouve que c'est Reality? Une personne? Deux? Une? Et réalité, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez, quand vous faites la Power Platform, vous avez de l'aide quand même aujourd'hui un peu à disposition? Moi, j'en fais partie. Surtout la communauté, Ouais. Le reste, Oui, pas... voilà. Surtout la communauté. Surtout la communauté, en effet, aujourd'hui, la communauté est quand même assez active, donc on a plus de réalité. Hein. Et surtout la communauté qui n'est pas francophone. Plutôt anglophone. Ah ben ça c'est habituel Ça, aussi. c'est valable pour tout. Oui, pour tout. C'est valable pour tout. Après, donc moi je suis cet avis-là aussi. Si la communauté ne marcherait pas, ben, moi je serais pas ici pour faire cette session par exemple. Mais au niveau bonnes pratiques, comme ça Microsoft indispense des bonnes pratiques. Par exemple, vous pouvez trouver un document de bonnes pratiques Power Apps qui existe depuis déjà 2-3 ans, avec les bonnes pratiques de normes de dev, les nomenclatures, etc., etc. Voilà. Les formations, moi je trouve qu'avec Microsoft Learn, Microsoft pousse pas mal les choses aussi, donc on trouve de quoi se former. Et après, alors le support, j'ai mis là parce que force est de constater que moi, donc je fais du M365 depuis longtemps, j'ai toujours eu du mal en fait à avoir du support de la part de MS sur tous les sujets liés à Microsoft 365. Et le support pour plateforme, je trouve, moi, de Microsoft, je le trouve plus réactif. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont toujours les bonnes réponses, mais je trouve qu'ils sont plus accessibles en tout cas. Donc pour moi, je trouve que cette question, c'est une réalité en tout cas. A priori, on était à 3 contre 1. Alors, deuxième sujet sur le développement des solutions. Donc, développement des solutions. Donc là, on rentre, je vous dis, on écarte un peu Power BI, on rentre dans les autres sujets et on essaie de mesurer aujourd'hui ce qui existe et comment, quelle est la philosophie, comment ça fonctionne. Alors, donc, la Power Platform, alors, autre question, la Power Platform s'adresse aux citizen developers. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que tu peux redéfinir Non, c'est exprès comme ça. Hein. Qui pense que c'est un mythe? 2. Qui pense que c'est une réalité? C'est un mythe. 3. 4. Ah, on a plus de mythes alors. Ok, donc en effet, la question est piège parce que, évidemment, il faut déjà définir ce qu'on appelle un citizen developer. Voilà, la problématique qui est là. Donc là, on revient un petit peu sur l'idée que Microsoft avait par rapport à la Power Platform. La Power Platform, Microsoft définit au départ que ça s'adressait à un public qui s'appelle les citizen developers. Qu'est-ce qu'un citizen developer? Donc un citizen developer, alors j'ai eu du mal à trouver une bonne idée ou une image de ce que j'imagine un citizen developer. Ça peut ressembler à ça, un développeur, c'est-à-dire à quelqu'un plutôt d'analyste métier qui a eu l'habitude d'utiliser Excel, des formules, du VBA, de l'Access éventuellement si c'est à disposition. C'est des personnes qui sont assez friandes de passer à de la Power Platform et qui sont efficaces. Maintenant, souvent, ça bricole beaucoup et pas forcément des fois dans le bon sens, ou des fois ça va vite, mais ce type de citizen est vraiment important parce que c'est des personnes qui sont capables aussi de pousser la Power Platform aux autres. De la même façon où ils bâtissaient des feuilles Excel depuis 20 ans, où il y avait plein de formules, ils étaient seuls à les connaître. Donc le citizen qui provient d'Excel, qui n'est pas développeur, qui provient d'Excel ou d'Access, qui sait faire un peu de VBA, va passer sur la Power Platform et va être identifiable comme le citizen developer. Après, les citizen developers, il y a différentes catégories. On peut trouver aussi des citizen développeurs, vraiment des gens enthousiastes qui, la première fois, ils voient une démo. Alors, j'en avais une à vous faire, mais je pense que j'aurais pas le temps de la faire, donc je préfère me concentrer sur le sujet. Mais souvent, je démarre avec ça en formation citizen, où je montre en fait comment créer une application, mettre un contrôle de type caméra, s'apercevoir que ça fonctionne directement, on a la caméra qui marche, d'aller mettre une image, enfin un contrôle image à côté, et déjà de cliquer dessus pour prendre une photo. Déjà ça montre que c'est une photo quand même qui permet d'avoir des contrôles avancés et utilisables facilement. Et la dernière étape que je fais dans cet exercice, dans mes formations, je fais mettre un bouton, et ce bouton, je fais utiliser un Power Automate, donc un modèle qui va sauvegarder la photo dans SharePoint. Et ça, c'est un exercice qui prend une demi-heure. Alors moi, quand je le fais en démo, ça me prend entre 5 et 10 minutes. Quand on fait un exercice en formation, ça prend une demi-heure. Mais ça permet à la fin d'avoir, déjà pour des personnes qui n'ont jamais fait Power Platform, d'avoir une idée de dire, ah ben, il y a des contrôles quand même pas mal évolués. Et puis de prendre une... Parce que quand on sauvegarde, on peut l'utiliser directement sur le téléphone aussi. Ça, je le fais faire. C'est-à-dire, je dis, bah, connectez-vous au téléphone,
l'application est là, vous pouvez prendre une photo, et la photo est directement dans SharePoint. Après, la photo, on peut aussi la reprendre avec des moteurs d'intelligence artificielle pour détecter des choses dedans, mais ça, c'est notre histoire. Mais rien que cet exemple-là, en fait, permet de mettre les mains dans le cambouis de la Power Platform de la bonne façon, en montrant l'efficacité côté citizen. Et donc d'avoir une idée, de dire, ah bah ouais, on peut, en une demi-heure, en fait, on peut faire un truc, et d'autres sur le techno, et même moi, en tant que pro-dev, parce que moi, je suis parti de pro-dev, on va en parler après, avec mes technos classiques, en fait, jamais je pourrais faire ça en 10 minutes. Je sais pas quelle techno je pourrais utiliser. Donc un citizen apprend qu'il peut faire ça, et que c'est des sujets, prendre une photo et stocker, voilà, c'est quand même un besoin réel. Et ça permet de mettre les mains dans le cambouis assez rapidement et assez facilement. Et voilà. Donc les citizens, il y a une partie aussi qui est enthousiaste, en fait, à apprendre le développement. Le problème de ces citizens-là très enthousiastes, que j'ai en formation, avec qui souvent je démarre des projets où on démarre du POC ou du MVP pour bâtir une première version d'un produit, ben, soit par manque de temps, soit par manque de ceci, vont pas forcément avoir le temps de se mettre à fond dans la Power Platform. Donc, ils vont pouvoir, par exemple, mettre à jour un flux ou mettre à jour un contrôle, un label dans une application, mais ça va pas forcément être des développeurs à temps plein pour la plateforme, parce que déjà, ils ont un boulot à côté, enfin, ils ont un autre boulot à côté. Donc, mais on sent l'enthousiasme, moi je sens l'enthousiasme, en fait, par rapport à la Power Platform, où ça reste abordable, alors que on est sur de la technologie de développement d'applications. Et les citizens s'aperçoivent qu'ils pourraient développer des applications. Il leur faut du temps, évidemment, mais c'est faisable. Après, le public qui joue. Alors, moi, mon avis, c'est que c'était pas forcément identifié ni prévu dès le départ, mais il y a aussi un public pro-dev. Moi, j'en fais partie. Le public pro-dev, c'est un développeur classique, donc qui développe ses projets, qui a un chef de projet, un cahier des charges, un truc, voilà, qui a l'habitude de développer avec des langages, quel que soit le langage, moi c'était du .NET C#, mais peu importe, qui dit, bah tiens, la Power Platform, je vais regarder, je vais voir ce que ça donne, ce que je peux en faire. Et ce public, en fait, est devenu un public pro-dev, et ce public pro-dev, en fait, s'approprie la Power Platform avec tout ce qu'ils peuvent en faire, et moi je me suis approprié parce que j'ai réalisé que je pouvais développer plus rapidement sur des projets. Alors quand je dis plus rapidement, il y a un point après qu'on va aborder, mais aujourd'hui, moi je travaille, on me demande que de la Power Platform. J'ai plus de développement classique. Moi j'ai fait des web parts en SPFX, etc. J'ai fait des développements en SharePoint énormément. Aujourd'hui, il y a encore ces éléments-là, mais moi en tout cas on m'en demande plus. C'est plus là-dessus où on m'attend. On m'attend sur de la Power Platform, d'aider des citizen développeurs, de répondre à des besoins métiers et de pouvoir, moi, m'être approprié la Power Platform en tant que public, que moi j'appelle aujourd'hui pro-dev. Donc vous avez les citizen dev, vous avez les pro-dev. Après, donc, au niveau, donc une fois qu'on a dit ça, on reprend la question peut-être formulée un petit peu différemment en effet. Est-ce que tout le monde peut faire de la Power Platform aujourd'hui? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Ah, il y en a plus de réalité que de mythes. Moi, je pense que tout le monde a sa place en fait dans la Power Platform. Alors, chacun à son niveau. C'est-à-dire, pour moi, le pro-dev s'approprie la Power Platform, il va devoir aussi comprendre comment elle fonctionne pour en tirer pleinement parti. Et le citizen, soit c'est un géo trouve-tout et qu'il arrive à bidouiller comme il faisait avant d'autres outils, soit c'est du public enthousiaste, analyste, qui se dit, bah tiens, je peux quand même, quand on a développé un truc, je peux quand même aller éditer le Power Automate pour aller changer un élément plus ou moins compliqué. Pas forcément refaire l'algorithmie, mais changer une adresse mail s'il y a une adresse mail qui est en dur et qu'il faut la changer avec autre chose. Ou alors changer un label de place dans une application Power Apps en disant, bah, le label là, je veux pas qu'il soit là, mais là. Avec d'autres technos, en fait, on n'aurait pas pu faire ça. Enfin, en tout cas, un citizen n'aurait pas pu faire ça dans d'autres technologies. Donc moi, tout le monde peut faire la Power Platform. Je pense que tout le monde a sa place aujourd'hui pour en faire. Au final, donc on a ce public, Citizen Dev et Pro Dev. Donc les Citizen Dev et Pro Dev, alors c'est là où il y a un enjeu qui n'est pas forcément évident en fait à comprendre. C'est que ils sont complémentaires. Et en tout cas, c'est la cible aujourd'hui de la Power Platform en termes de développement d'applications. Donc pourquoi cette diapo? C'est parce qu'il faut prendre en considération en fait l'étendue des personnes qui peuvent développer sur la Power Platform. Vous allez comprendre un peu pourquoi je dis ça.
Alors, on arrive sur mythe ou réalité. La Power Platform permet de développer plus rapidement qu'avec des technologies de développement classiques. Est-ce que c'est un mythe? Qui pense que c'est un mythe? Bah, c'est dur de répondre. Ouais, il manque une précision. Ouais, il manque un peu. Est-ce que c'est une réalité? On est dans sa dé... C'est en partie une réalité, c'est sûr. Ouais. Personne pour le mythe? Et il y a un ça dépend. Ouais, ça dépend. Donc moi, je suis entre réalité et ça dépend, évidemment. C'est-à-dire que, alors, moi, j'ai travaillé sur tout type de projet lié à la Power Platform depuis des années. Dans la Power Platform, en fait, il faut bien comprendre ça. Et justement, c'est là où j'essaie de discuter encore aujourd'hui par rapport aux personnes avec lesquelles je travaille pour proposer de la Power Platform. Je parle pas des clients cibles, je parle des personnes avec qui je travaille pour développer des applications, tout ça qui n'ont pas forcément conscience en fait de ce qu'on a. En fait, la Power Platform ne peut pas se comparer à du développement classique parce que le terrain de jeu n'est pas du tout le même. Comme on l'a vu avant, on adresse en fait du citizen et du pro dev. La Power Platform, il n'y a pas de phase de compilation, il n'y a pas de truc avancé pour compiler, il n'y a pas tout ça. Donc, on est sur un outil en fait qui permet de s'adresser à un citizen qui veut par exemple, à partir de sa messagerie, à chaque nouveau mail, prendre le mail et puis je peux mettre la pièce jointe dans un OneDrive ou je sais pas, un truc comme ça, ou sortir des mots-clés de mail pour aller alimenter un SharePoint. Donc il y a un besoin qui va se faire en 1 heure ou 2 en workshop, soit lui tout seul, soit moi je fais ça en workshop des fois. Et puis d'un autre côté, on a des vraies applications qui se mettent en place avec des écrans, comme on l'aurait fait dans du dev classique, donc avec une cinématique, des actions et éventuellement un cahier des charges associé. Moi, quand je travaille avec des sociétés qui développent, ont ces réflexes-là d'aborder en fait la Power Platform uniquement sous un axe. Je remplace mon dev classique avec un dev Power Platform, mais les mêmes stratégies qu'un dev classique. C'est-à-dire j'ai un cahier des charges, j'ai des règles de gestion, j'ai ceci là. Alors c'est pas du tout ça. La Power Platform, en fait, au niveau pro dev, le pro dev doit s'adapter à quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus itératif, quelque chose de beaucoup plus en mode workshop, quelque chose qui doit se faire. Et après, je vais passer sur les choses aussi qu'on ne peut pas faire. Je l'ai dit après, mais j'en suis pas sûr. Vu que j'en suis pas sûr, je veux dire, par exemple, il y a des projets, la Power Platform, pour moi, s'adresse à des besoins de projets courts. C'est-à-dire entre 1 et 30-40 jours. Pour moi, c'est la cible. Et là, ça marche bien. Et là, on montre une efficacité. Après, l'efficacité, elle n'arrive pas non plus par magie. Le fait qu'il n'y ait pas de phase de déploiement dans tout ça, forcément, ça permet aussi d'aller plus vite. Je regarde, c'est bon, ça marche. Voilà, dans d'autres technos, ça marche. C'est pas aussi rapide que ça. Mais donc, les projets, en fait, relativement courts, là, on trouve un retour sur investissement intéressant au niveau de la Power Platform. J'ai hélas œuvré sur quelques projets gros. La Power Platform n'est pas du tout adaptée à ça. Et les raisons, en fait, elles s'expliquent complètement aussi. Alors, je sais que j'ai des diapos derrière dessus, mais ça permet d'en parler directement. Par exemple, tout ce qui est industrialisation, avec du test automatisé, des moyens de facilement versionner le code, faire des branches, etc., comme on le ferait en dev classique, c'est au niveau de la Power Platform, où aujourd'hui on oublie. Alors, je schématise parce que ça arrive au fur et à mesure, c'est en train de rattraper. Mais aujourd'hui, c'est pas encore à niveau. On n'est pas sur des choses équivalentes au niveau mécanisme qu'on a sur le dev classique. Donc, les réflexes doivent être différents aussi. Et les gros projets, pour moi, ne s'adaptent pas à la Power Platform. L'autre raison aussi super simple, c'est que par exemple, le travail en équipe sur la Power Platform, aujourd'hui, pour ouvrir un projet Power Apps à plusieurs, déjà rien que ça pose un problème. Donc après, alors ça favorise l'idée, je le dis tout à l'heure, on déporte en fait uniquement l'interface dans Power Apps si on fait le métier dans Power Automate. Parce que dans Power Automate, on n'a pas bloqué un Power Automate, on peut travailler chacun dans son Power Automate à faire son traitement. Mais il faut bien comprendre qu'on est dans une stratégie en fait d'implémentation qui ne doit pas suivre des règles classiques de dev. On est sur des développements plus courts, on est sur des développements des stratégies différentes. Moi, je ne fais pas de développement avec un cahier des charges de 500 pages, ça n'existe plus. Je demande à mes clients généralement de me décrire leurs besoins en 10 lignes, et puis ça démarre. Et si jamais j'ai besoin qu'on synchronise, on s'appelle tous les 2 jours ou pas, je sauvegarde, il teste, il regarde ce que c'est.
ça donne une nouvelle idée, en disant, ah ben non, tiens, ça, je voulais plutôt ça, ah ben ça, j'ai pas pensé à ça, on va faire comme ça. Et ça avance comme ça. Et sur des projets courts, c'est ultra efficace, et à la fin, le métier a exactement ce qu'ils veulent, parce qu'on a rajusté au fur et à mesure. De toute façon, je parle pas d'agilité ou des trucs comme ça. On peut appeler ça comme ça, moi je m'en fous de ces trucs-là. Je parle de choses très itératives, où je vois bien que la Power Platform s'adapte bien à ça. On fait des compromis malgré tout, j'en parlerai après, mais ça s'adapte bien à ça. Enfin, moi je trouve. Donc le terrain de jeu a rien à voir. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer le dev Power Platform avec du développement classique. Après, on doit aussi apprendre à faire des compromis avec la Power Platform. Compromis, ça veut dire que moi, je m'estime en tout cas un développeur .NET qui donc forcément a été ultra rigoureux, parce que sinon ça marche pas. Et en même temps, sur SharePoint, il y avait moyen de faire un petit peu de bavard dans tous les sens, donc rigoureux avec ses limites, mais en tout cas dans du développement .NET classique, il faut avoir une rigueur implacable, sinon le dev ne fonctionne pas et on ne peut rien faire. Là, en fait, la Power Platform, c'est il faut faire les choses proprement, il faut faire les choses avec la philosophie de ce qui est proposé, et je vais montrer 2-3 exemples après, mais il faut s'adapter aussi. Et moi, je m'adapte en fait à l'efficacité. C'est-à-dire, je sais que des fois, je vais faire des choses qui ne sont pas super jolies, ou je vais faire des choses qui peuvent être améliorées. Mais tant que ça répond au client, aussi bien en termes de besoins, en termes de temps de réponse et en termes de temps de développement, il y a des fois où j'arrête là en livrant, en disant on améliorera par la suite si c'est nécessaire. Et des compromis, il y a plein de niveaux à faire pour pouvoir arriver à justement cette fameuse efficacité. Et moi aujourd'hui, en tant que développeur rigoureux, machin, je m'assois sur plein de choses qui feraient hurler, enfin qui font les développeurs classiques, parce que c'est comme ça qu'on arrive à un ROI qui tient la route et qui est 2 fois plus rapide que les développements classiques. Mais, donc ça veut dire que il y a des compromis à faire pour pouvoir exploiter au mieux la technologie Power Platform, et je pense que j'ai 2-3 exemples après. Alors, on va d'abord attaquer là-dessus. Donc ça, j'en ai parlé. Pour moi, il faut avoir dans la Power Platform une stratégie itérative. Ça veut dire que développement court, un cahier des charges, des fois c'est 10 lignes dans un Word, des fois c'est deux slides de PowerPoint, et derrière ça démarre directement. Alors évidemment, après, moi je suis jamais en mode forfaitaire sur mes développements, parce que ça peut pas marcher non plus, hein. Sur un PowerPoint de 2 pages, je peux pas faire un forfait là-dessus. Mais par contre, je garantis que par rapport à ce que je vois et aux besoins et à ce que j'ai l'habitude de faire, ça va prendre 10, 15, 20 jours, 30 jours, où je vois des choses des fois impossibles. Et j'alerte en disant attention, là ça va pas être possible. Mais pour moi c'est comme ça que ça fonctionne en termes d'efficacité et qu'après les projets sortent rapidement. Donc la stratégie itérative pour moi est obligatoire dans la Power Platform. Après, il y a des projets qui sont non adaptés dans la Power Platform. Dans les projets non adaptés, j'en citerai un seul, parce que je veux qu'on avance aussi sur d'autres choses. Par exemple, tout ce qui va être temps réel. Moi, je vais faire il y a 2 ans, un projet temps réel, avec mon ami Serge Lucas, si vous connaissez, Mister Dr. Flo, qui est le meilleur sur Tour Automate qui puisse exister, je pense. Et donc c'était l'application qui stockait dans SharePoint en plus, donc on n'était pas forcément aidé. Et ça gérait des guichets avec des demandes en fait d'enregistrement, de rendez-vous, etc. Et il y avait derrière, il y avait 4 ou 5 personnes qui prenaient des rendez-vous en parallèle. Donc il fallait que ça fonctionne en fait en temps réel, c'est-à-dire quand quelqu'un prenait un créneau, il ne fallait pas que l'autre puisse prendre un créneau, etc. Ça, avec la Power Platform, quand on fait un projet en temps réel, ça ne marche pas. J'ai essayé, on a essayé de reconstruire en fait des systèmes de verrouillage à la main, etc. Ça ne marche pas. Donc il y a des sujets en fait avec la Power Platform qui ne marchent pas. L'histoire de projets de temps réel en font partie. Alors après, certains, dont moi aujourd'hui, diront bah oui, mais on a très bien pu faire un système avec de l'Azure Function ou du Logic Apps ou des choses comme ça, ce qui est vrai. Mais c'est là en fait où on s'éloigne de la Power Platform. Donc, est-ce qu'on fait de la Power Platform pour aller s'orienter dans des développements autres qu'au niveau technologie? Là, enfin, moi j'ai ma réponse, mais on sort de la Power Platform quand on va attaquer des modules avec d'autres technologies. Là, dans la Power Platform, il y a des sujets qui ne sont pas adaptés. Après, alors, au niveau, on voit
je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous donner l'idée. En fait, donc là, quand c'est ProDev, je mets ProDev 2 points parce que le citizen, en fait, s'en fiche de ça. Ça m'intéresse pas. Mais quand on est ProDev, le public ProDev, et quand on a du projet complexe à faire, on doit respecter quand même des règles pour avoir une certaine robustesse au niveau des solutions qu'on met en place et une certaine lucidité ou possibilité aussi de pouvoir tracer ce qui se passe. Et moi, en fait, je vois trop souvent, encore aujourd'hui, la problématique suivante. Attends, je vais faire une petite animation, comme ça on va la voir. Voilà. C'est qu'en fait, moi, ce que je vous disais au début, je vois aujourd'hui trop de projets Power Apps, quand je fais du revue de code ou tout ça, où on a toute la partie technique qui se trouve dans Power Apps avec la sauvegarde en base de données, etc. etc. Donc ça consiste en quoi? Souvent, ça consiste, là, c'est un tableau qui saisit des commandes de produits. Ici, dans une application mobile, c'est un vrai projet client. Et donc, ça envoie des commandes, donc il y a un tableau de commandes. Si on fait tout en Power Apps, ça veut dire qu'on va devoir se débrouiller pour ceux qui en font avec du for all, des patchs, des machins comme ça. C'est difficile. Moi, je trouve ça difficile à écrire, c'est chiant. Deux, au niveau débugage, je ne sais pas débugger ça en fait. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai aucun moyen de tracer vraiment ce qu'il fait. Et deux, quand je vais arriver en production, en plus, je ne saurais pas, si jamais une commande qui se passe mal, je ne saurais jamais pourquoi. Parce que dans Power Apps, en fait, je ne vois pas ce qui se passe. Donc, une des pratiques, moi, j'utilise depuis déjà longtemps, c'est une pratique, en fait, qui consiste à utiliser Power Apps pour la partie interface, mais dès que j'ai des traitements métiers, comme par exemple la sauvegarde d'une commande, et bien la sauvegarde d'une commande, en fait, déclenche un Power Automate qui, lui, avec un tableau, ici, donc en JSON, on ne voit pas bien ici, on voit pas bien, je pense, mais c'est un tableau en JSON, en fait, qui est serialisé en JSON, qui déclenche un Power Automate qui, lui, récupère le tableau, le contenu du tableau, et parcourt, en fait, le tableau avec un for each, ici, pour créer la commande. Et ça me permet en fait d'avoir une architecture en fait où je découpe la partie interface de la partie métier et de la partie data. Et en plus, quand je suis en production, ça, je vais pouvoir suivre les commandes à chaque fois qu'elles sont créées, qu'est-ce qui a été, combien de temps ça a pris, qu'est-ce qu'il y a dans les paramètres, etc., etc. Si je fais tout en Power Apps, en fait, je ne saurais jamais faire quelque chose de propre et qui puisse être robuste et pouvoir suivre après en production. Donc, ce genre d'architecture, il faut absolument que dans vos projets, vous ne fassiez pas l'impasse en fait sur ce genre de choses au niveau séparation interface métier data. Autre chose aussi, alors j'aurais jamais montré ça il y a 10 ans par exemple en tant que développeur de .NET, aujourd'hui je fais et c'est pas grave. Aujourd'hui en fait ça c'est un vrai projet, enfin c'est une vraie copie d'un truc que j'ai fait la semaine dernière pour un client. C'était un truc donc, sur SharePoint pour récupérer les droits d'un utilisateur. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est donc je récupère les droits avec l'API ici, je récupère en JSON et puis je parcours le truc pour pouvoir capter les droits et alimenter une variable que je récupère à la fin. Ça, en faisant ça, j'ai constaté que sur des gros traitements, ça pouvait prendre 5 secondes ici. Et en faisant ça, je me suis dit, ah ben, tiens, 5 secondes, c'est beaucoup, je sais que je peux mieux faire. Mais par contre, c'est parti en prod, comme ça. Parce que c'est un outil qui était fait en un jour et le client en avait besoin. Et ça prenait 5 secondes. Moi, en tant que développeur, je suis pas super content, mais ça répond aux besoins. Donc je m'arrête là, point barre, ça part en prod. Par contre, dès le soir, en fait, j'ai commencé à faire une autre version ici. Les deux sont restés en parallèle pendant quelques heures, où j'ai fait le même traitement, alors sans faire un pay to each, parce que ça, c'est ça qui est coûteux en fait en développement, mais en utilisant des selects, des joins, etc., etc. Et ça me permet en fait d'avoir un traitement, au lieu que ça prenne 5 secondes, ben, ça me prend 0 ici. Mais moi, je le savais. Mais ça ne m'empêche pas de sortir un truc qui va prendre plus de temps en me disant, dans la V2, j'optimise. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'une fois que ce traitement-là était bon et envoyait la même chose, eh ben, j'ai supprimé celui-là, et à la fin, en fait, ça renvoie le résultat de ce jeu de données-là. Basta. Ça, un développeur classique, évidemment, fera jamais ce genre de choses, parce que c'est là où il faut s'adapter, c'est là où il faut avoir de l'adaptabilité quand on développe, parce que le but, c'est de répondre aux besoins, de cracher un truc, et si ça prend 5 secondes, eh ben, ça prend 5 secondes, c'est pas grave. Si mon client, si ça gêne pas mon client, on fera une V2 optimisée par la suite. Alors là, je savais pas où la mettre, mais je voulais absolument la mettre parce que c'est sur ce genre de choses, en fait, où on a une réalité de la Power Platform aujourd'hui, et j'ai tellement été surpris par ça. C'est-à-dire, pour ceux qui en font un petit peu, ils savent, par exemple, que le versionning n'existe pas dans Power Automate. C'est-à-dire, quand on met à jour un Power Automate et qu'on sauvegarde,
si jamais on s'est planté, en fait, on ne peut pas récupérer les versions précédentes. Ça, dans le moindre outil de dev, quand on explique ça, on dit mais il faut arrêter la plateforme, en fait, ça sert à rien. Et ben le versionning, en fait, qui arrive le mois prochain, alors en bêta, je pense, tout le monde l'attend, tout le monde s'extasie sur le fait que c'est en train d'arriver, alors que ça fait vraiment, ça doit 6 ans qu'on devrait avoir un truc comme ça. C'est impossible que la plateforme démarre avec ça dès maintenant. Donc aujourd'hui, c'est aussi la réalité des choses, c'est que là, ça évolue, voilà. Et puis il y a des sujets aussi comme ça qui arrivent, qui sont rattrapés, donc c'est bien. Mais en termes d'outils, bah, moi je me surprends à m'extasier sur un truc ici qui normalement devrait exister depuis le début. Donc, mais ça arrive, donc on attend et au fur et à mesure ça s'améliore. Alors, la gouvernance. Regardez le temps pour savoir où on en est. Ah oui. La gouvernance, on va accélérer. Alors, la gouvernance, c'est bien, mais pas vraiment obligatoire. Donc là, on va passer des questions parce que je vais faire les réponses, si vous faites les réponses pour aller rapidement sur ce que je veux. La gouvernance est obligatoire, en fait, sur la Power Platform. On n'a pas le choix. Parce qu'à la base, c'est une plateforme qui est ouverte, open bar. Pour ceux qui ont vu les Power Breaks, sur lesquels j'ai participé il y a un an, tout ça, je l'expliquais clairement. Donc, ça veut dire que la gouvernance, vous devez la mettre en place. Une gouvernance, en fait, ça va ressembler à ça. Ça, c'est un vrai cas que j'ai un peu anonymisé, mais qui a été fait chez un client, qui permet en fait de gérer, d'avoir une gouvernance qu'on appelle des environnements, avec l'environnement par défaut, qui est l'environnement qu'on a tout le temps, tout le monde l'a. Et après, on doit avoir une stratégie en fait qui permet de pouvoir gérer les environnements. Donc, il y en a des partagés, il y en a des dédiés sur les contraintes, et avec des DLP policy qui sont des sécurités qu'on met sur les environnements. Ça, c'est obligatoire. On n'a pas le choix parce que, et chez tous les clients qui ne le font pas, mais il y a un moment donné en fait où ils se font rattraper par la mise en place de choses comme ça, et ça leur coûte cher parce que souvent, ils ont des centaines de trucs sur l'environnement par défaut qu'il faut migrer. Donc la gouvernance, en fait, en Power Platform, c'est pas du tout une option, c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire. Après, lorsqu'on parle aussi d'environnement, on parle forcément de ce qu'on appelle des solutions. Donc pareil, en formation Power Apps et Power Automate, je parle jamais de ça. Parce que quand j'ai des citizens, en fait, solution, c'est vraiment une sorte de boîte dans laquelle on va mettre tous les éléments. Un citizen, en fait, il s'en fiche de ça. Ou en tout cas, si je dis au départ, attendez, avant de créer votre application, on va créer une solution et après on va mettre dedans, je perds tout le monde déjà. Donc, aujourd'hui, quand on parle de gouvernance, la mise en place de solutions, il faut la favoriser. Donc, pour du ProDev, ça se met en place. Pour du Citizen, c'est plus compliqué. Mais c'est grâce à ça qu'on va arriver avec des phases d'industrialisation qui seront plus faciles quand on va vouloir déployer de manière automatique. Alors, est-ce que les applications pour la plateforme sont sécurisées? Ça, c'était une question piège aussi. Alors, sécurisées, la réponse est oui. C'est sécurisé. On se connecte avec son compte et l'application est sécurisée. Mais, j'insiste sur un point, et j'ai encore eu le problème avec un gros client la semaine dernière, avec qui qui m'a sorti un bug sur quelque chose, en fait, qui est que j'appelle moi du by design. Le gros problème, en fait, un problème de sécurisation, ou de sécurité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est que dans une application, en fait, quand vous la partagez, il y a bien deux aspects à prendre en considération. Le partage de l'application, mais aussi le partage de la source de données. C'est comme ça que ça fonctionne, on n'a pas le choix. Donc ça veut dire que si on partage la source de données, quel qu'elle soit, un SharePoint, Dataverse, tout ce que vous voulez en fait, si on partage la source de données, ça veut dire que l'utilisateur a accès à la source de données, et si d'une manière ou d'une autre, il peut y avoir accès par une API, par un biais, par ce qu'il veut, parce qu'il a envie de hacker le système, il va le faire. Et c'est pas parce que c'est des Dataverse que ça change les choses. Le client en question, en fait, est un gros client. Il lui avait vendu que de passer à SharePoint qui n'était pas sécure, de passer à Dataverse, ça serait sécure. La réponse est non. Parce que la source de données est toujours partagée aux users. Donc, vous avez beau avoir une application Canvas qui a plein de règles de gestion dedans, machin, si l'utilisateur bypass et arrive directement à la source, alors soit vous avez bien sécurisé, déjà il peut toper que ces données à lui, ce qui est moins grave, pas celle de tout le monde, mais sa source de données à lui est accessible dans l'écriture. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est comme ça en fait. Donc si vous avez des choses ultra sécurisées à mettre en place, gaffe parce que vous partagez l'application et les sources de données. Et il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui. Et c'est lecture-écriture, c'est ça le ticket d'entrée. Comment? C'est lecture-écriture, ticket d'entrée. C'est suivant ce que vous avez mis en fait au niveau des droits. Si au départ, par exemple sur SharePoint ou Dataverse, vous avez mis un security role qui a des droits en lecture, bah, il aura droit que en lecture, mais le problème souvent de l'application, il doit pouvoir lire et écrire des lignes. Et donc on a un security role qui a le droit de lire et écrire. Donc c'est pas un bug, c'est by design.
Après, au niveau problématique, vous avez aussi les comptes de service. Donc les comptes de service, ça aussi, avec les départements sécurité, c'est compliqué. Parce que les comptes de service, en fait, c'est la façon de sécuriser le déploiement des applications. Et les comptes de service, c'est des sortes de vrais users auxquels il faut pas qu'il y ait de MFA, il faut qu'il y ait un mot de passe qui expire pas, il faut qu'il y ait souvent une messagerie, tout ça associé. Et ça en fait des comptes qui sont sensibles. Et la sécurité a du mal avec ça. Donc souvent, ce qu'elle va rétorquer, c'est qu'on va plutôt mettre des security principales, si c'est possible. Quoi, tu On va mettre des sécurités principales qui nos bonnes pratiques Microsoft est recommandées, sauf que ces sécurités principales, on peut le mettre que sur certains types de connecteurs, Dataverse par exemple. Et pour le reste du cas, on va passer par des comptes de service. Donc on va avoir une stratégie de compte de service à mettre en place, et c'est comme ça, la plateforme ne peut pas faire mieux aujourd'hui. Alors, les licences, donc là il y aurait beaucoup de choses à dire aussi par rapport à ça. Alors, au départ, en effet, on dit, vu que le Power Apps pour Automate contient les services, donc quand on est sur des licences M365, on peut déjà démarrer pour faire des trucs, mais je vais aller rapidement. Quand on a besoin de faire des process poussés, consommateurs, ou qui consomment des connecteurs premium, il faut passer à un niveau de licence différent. Et là, le mode de licence chez Microsoft change régulièrement, et on peut s'arracher les cheveux par rapport à ça. Juste pour info, parce que je ne saurais pas faire mieux, si vous êtes sur un événement, vous devez forcément savoir qu'il y a l'événement PPFS qui a lieu le 6 décembre. Et sur cet événement, il y aura une session entre autres de Nicolas Kierman, qui est un évangéliste Microsoft, qui est le meilleur que je connaisse, qui fait une session sur le licensing. Et je vous conseille de ne pas la louper parce qu'il en avait fait une il y a 2 ans, qui était nickel, vraiment à jour. Et c'est le seul, non, je peux pas dire ça sans enregistrer, mais c'est, il se mouille pour pouvoir donner en fait la réalité des licences et comment ça marche. Et la session, franchement, je vous conseille de ne pas la louper sur le Power Platform French Summit du 6 décembre cette année. Le throttling, alors c'est lié aux licences, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous n'avez pas les bonnes licences, Microsoft a commencé à faire des ralentissements sur vos traitements. C'était pas le cas avant le début de cette année, mais là, ils ont vraiment pris en charge, enfin, ils sont en train de poser en fait des verrous, des ralentissements sur les process qui consomment des choses où les licences ne sont pas adaptées. Donc faites attention à ça. Après, pourquoi ils font ça? Pour vous acheter une licence différente. Alors, l'industrialisation. Alors, on va juste terminer. Attendez, on va juste terminer par 2 slides. Aujourd'hui, la Power Platform, il faut savoir que vous rentrez dans un monde qui est en constante évolution. Donc, il faut s'adapter aussi à ce qui arrive. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la technologie est mature pour pouvoir arriver à mener vos projets à bien, correctement. Mais il faut respecter en fait ce que c'est faire la Power Platform et il ne faut pas vouloir s'aventurer sur des choses différentes. Alors, je m'explique. Par exemple, on en a parlé. Par exemple, voilà. Par exemple, on va terminer là-dessus. Aujourd'hui, depuis le début, il faut savoir que Power Apps, en fait, c'est juste un iceberg, donc un sous-ensemble très petit de quelque chose qui s'appelle Logic Apps. Logic Apps, une technologie de développement qui se passe côté Azure. Et pour Automate, en fait, on sent bien à un moment donné qu'on a des limitations au niveau de ce qu'on veut faire, au niveau des performances, au niveau de certains sujets. Et des fois, on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse une partie en Logic Apps parce que ça serait plus rapide? Et ben, là, en fait, quand vous posez des questions comme ça, c'est là où, en tant que pro-dev, vous devez peut-être remettre en question votre façon de stratégie de développement, parce que si Automate ne convient pas par rapport à ce que je dois développer, est-ce que ma techno de dev, en fait, c'était pas plutôt de partir que sur du Logic Apps dès le départ, et de faire tout en Logic Apps, en fait, et de pas aller chercher du low-code, quand je sais que le low-code ne va pas correspondre en fait à mes attentes, à mes besoins et à mes contraintes. Et on va s'arrêter là-dessus. Mais c'est là où je veux attirer votre attention sur le fait que dans la Power Platform, en fait, il faut respecter le cadre qui est imposé. Par exemple, au niveau sécurité, le cas de séparer les données et l'application, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, il faut l'accepter, ou sinon, il faut aller dans d'autres technologies. Parce que peut-être qu'au niveau sécurité, c'est pas bon. Moi, à chaque fois qu'on me dit est-ce qu'on ne peut pas utiliser pour la plateforme et puis faire un petit module qui sécuriserait plus ceci, cela, à chaque fois, ça coûtait très très cher en fait. Et le ROI n'est plus là.
Donc si on veut un ROI, il faut respecter en fait les règles de la Power Platform et se coller dedans, ou alors sinon on change de techno. Si vous avez des questions, je reste encore un peu, mais je pense qu'il faut que je laisse ma place. Merci à vous.